La ville de Rome est longtemps demeurée un mystère pour les archéologues. La plus grande partie de la cité éternelle a été ensevelie par les constructions suivantes. Pourtant, Rome a beaucoup à nous apprendre des mentalités romaines. Dans l'Antiquité, ces monuments grandioses, ces lieux de pouvoir, cette architecture composée pour côtoyer les cieux ont toujours attiré les regards étrangers. Les ingénieurs romains ont bâti des copies de Rome aux quatre coins de la Méditerranée. Partout, les mêmes cirques, les mêmes forums, les mêmes temples à colonnades. Mais ces cités ne sont pas de vulgaires copies de la capitale éternelle. Elles sont plus que cela, la preuve matérielle d'une stratégie de conquête. Parmi toutes ces cités oubliées, celle de Timgad, en Algérie, classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est le symbole d'une colonisation romaine atypique. Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de son histoire. Rome a plus de 600 ans, lorsque les hommes de la 3e Légion parthique débarquent sur les côtes d'Afrique du Nord. La Numidie brûle sous le soleil. L'air embaume du parfum tenace des garrigues surchauffées. Mais ces hommes ont l'habitude. Il y a là les vétérans des campagnes orientales de l'empereur Trajan. Nous sommes en 100 de notre ère. L'Empire romain est à son apogée. La ville lumière, Rome, est la capitale d'un territoire immense. La Méditerranée tout entière est romaine depuis 200 ans déjà. Comment les Romains ont-ils réalisé cette prouesse? Comment ont-ils assujetti des millions d'étrangers, Gaulois, Mauritaniens, Numides, Égyptiens, Arabes ou Parthes? Comment ont-ils bâti ces cités au milieu de contrées arides, attirant à eux des populations nomades depuis des millénaires? Comment pouvaient-ils tenir un territoire de 16 millions de kilomètres carrés et de 80 millions d'habitants? Ceux qui ont longtemps cru que les Romains s'étaient imposés par la seule force de leur légion se sont trompés. En fait, Rome s'est nourrie de l'extraordinaire vitalité africaine. Les ruines des cités perdues d'Afrique du Nord gardent le souvenir de cette mystérieuse alchimie entre deux peuples, deux mondes, deux civilisations. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que Rome se débarrasse de tous ses adversaires et les empêche de nuire, à tout jamais. Tout le sort de la grande épopée romaine s'est sans doute joué sur les bords de la Méditerranée. 2e siècle avant Jésus-Christ. Aux portes de l'Afrique, Carthage, la rivale détestée, empêche Rome de régner en maître sur cette grande mer intérieure. Pendant trop longtemps, les éléphants d'Hannibal ont fait peser sur la péninsule italienne une menace sanglante. Les Romains ne veulent plus voir des ennemis aux portes de leur capitale. Ils veulent se rendre maîtres des routes maritimes qui leur ouvriraient les portes d'un commerce florissant avec le Proche-Orient et l'Égypte. Si les légions prennent Carthage, la cité punique devra être rasée de la carte du monde. Elle le sera. En 146 avant Jésus-Christ,
les légions de Scipion l'Émilien prennent Carthage, après d'âpres combats. Pour ne pas se rendre à leur ennemi juré, les habitants se sont jetés dans les flammes d'un énorme bûcher. De la cité punique, les soldats romains ne laissent qu'un tapis de cendres. Ils la rasent consciencieusement, comme pour annihiler jusqu'à son souvenir. Les archéologues ont retrouvé la trace de cette riche capitale. Une strate de charbon, de plomb fondu, de briques et de poteries pilées. Les légionnaires ont transformé Carthage en poussière. La cité romaine est construite sur ces terribles fondations. Elle écrase le cadavre de son ennemi. Désormais, les portes de l'Afrique sont brisées. Une autre conquête débute par le fer des légions de la ville éternelle, Rome. Mare Nostrum, notre mer. C'est ainsi que les Romains appellent la Méditerranée, lac intérieur d'un empire qui s'étend des îles britanniques aux rives de l'Euphrate. Rien n'a résisté aux armées de la République. À l'avènement du premier empereur, Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, les frontières de cet empire sont fixées. En Occident et en Afrique, Rome a tissé sa toile, achetant les souverains vaincus, passant des accords avec les élites locales ou en nommant des gouverneurs de province. Puis, la conquête s'est poursuivie vers l'Est, sur les traces d'Alexandre le Grand. En 105, l'empereur Trajan lance ses troupes contre les guerriers parthes de Mésopotamie. Les légions romaines ont semé leurs aigles dans les montagnes d'Anatolie, sur les pentes du mont Zagros et dans le désert syrien, comme autant d'indices de leur passage. À Zeugma, les troupes de Rome ont laissé leur empreinte jusque dans la pierre des carrières, destinée à bâtir de somptueuses cités. Les légions avancent en bâtissant le monde romain. Plus au sud, vers l'Arabie actuelle, Trajan réussit ce que personne n'avait réussi avant lui, soumettre la civilisation nabatéenne. Ce grand stratège brise le cadenas de falaise qui avait préservé Pétra de toutes les invasions. De nouveaux temples s'élèvent et les ingénieurs taillent eux aussi la roche, nouvel écrin des théâtres romains. L'Arabie est maîtrisée. L'Aigle de Rome rassemble 80 millions de personnes, de cultures et de confessions différentes. Sa domination durera 300 ans. En 100, la 3e légion trajane s'est installée à Timgad, en Afrique du Nord. Lorsqu'ils découvrirent les ruines de Timgad et des autres cités romaines d'Afrique du Nord, les archéologues français étaient persuadés d'avoir exhumé la preuve que l'Europe avait amené au rythme des légions la civilisation chez les barbares du Maghreb. Ils justifiaient ainsi la colonisation de ces territoires en faisant des troupes coloniales les nouvelles légions de l'Occident. Ils ne pouvaient pas supposer que ce n'était pas l'Afrique qui était devenue romaine, mais que Rome était devenue africaine. Au XIXe siècle, en une poignée d'années, des dizaines d'archéologues s'appliquèrent à sortir du sable cette ville que l'on appellera bientôt la Pompéi d'Afrique. Il faut dire que ses dimensions sont d'autant plus impressionnantes que tous les matériaux qui ont servi à la bâtir ont été amenés sur place. La pierre, le marbre ont fait des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour rejoindre cette cité des Aurès, perdue au milieu des montagnes. Parce qu'il était fondé sur un quadrilatère impeccable, on a longtemps cru que le plan de Timgad était plaqué sur celui d'un camp de la Légion. Mais pour comprendre les vestiges laissés par ses habitants,
il fallait remonter le temps jusqu'à parvenir aux heures de sa fondation. Ce plan minutieux nous délivre un message que seuls des spécialistes d'architecture antique sont capables de déchiffrer. Ce qui frappe d'abord sur cette vue aérienne, c'est ce plan parfaitement géométrique de Timgad. C'est tellement parfait comme plan et finalement assez rare qu'on a cru au départ qu'il s'agissait d'un camp, du plan d'un camp romain purement et simplement repris. Lorsqu'on regarde l'organisation intérieure, une fois passé ce stade du plan damier, du plan orthogonal, on retrouve tous les éléments d'une ville romaine et on comprend ce qu'était Timgad pour ceux qui l'ont conçu au départ, une véritable vitrine de ce qu'était la civilisation romaine, la romanité, dans un pays qui était en cours d'occupation, dans ces hautes plaines du nord de l'Aurès. Ce qui est peut-être le plus représentatif de l'urbanisme romain dans ce plan de Timgad, c'est l'emplacement du forum, exactement au plein centre de la ville, à l'intersection des deux axes initiaux, le Decumanus Maximus, le Cardo Maximus, un forum que, grâce aux archéologues du XIXe siècle, il faut bien le dire, nous avons la chance de voir dans sa totalité aujourd'hui, et avec un nombre d'édifices, de bâtiments qui est tout à fait remarquable. Alors on retrouve là, en fait, les éléments du forum romain classique, à commencer ici par la curie, qui évidemment fait penser à la situation de Rome. On a ici toute une série de bases de statues qui étaient les bases qui portaient les statues des notables de la Timgad du IIe et du IIIe siècle notamment. Ce forum, ces bâtiments publics, ces édifices religieux, toute la vie municipale qui s'y rattache, apparaissent comme une énigme. C'est une copie miniature de Rome, mais pourquoi faire ? L'archéologue algérienne Nassera Bensedik a consacré sa vie à l'Antiquité romaine en Afrique du Nord. Elle sait que la civilisation punique n'avait pas attendu les Romains pour construire des villes sur les côtes de Méditerranée. À l'intérieur des terres, cependant, l'urbanisation était moins répandue. Les hauts plateaux dans lesquels Timgad est enchâssé abritaient le plus souvent des populations nomades. La région est loin d'être un paradis luxuriant. La présence de la cité en ce lieu est un mystère. Sur quelle richesse comptaient ses fondateurs? Qui sont ceux qui ont posé les premières pierres de la ville? Pourquoi se sont-ils enfoncés dans des contrées si inhospitalières? C'est dans la ville elle-même que l'on peut trouver les premiers éléments de réponse. Timgad, comme tout le monde sait, a été fondé par l'empereur Trajan en 100, au départ avec un petit groupe de citoyens romains, parmi lesquels des civils et des vétérans. Alors, ce qui nous intéresse, nous ici, puisque c'est pour montrer que c'est un des rares vétérans dont on ait des traces, et qui était au moment de la fondation de la ville, c'est surtout donc cette expression où on sait donc qu'il est missi honesta missione ab imperatore Traiano optimo Augusto Germanico Dacico Partico. Ça veut dire qu'il a été envoyé ou renvoyé en congé honorable par l'empereur Trajan, ce qui pour nous est très intéressant. Ça veut dire donc que c'est le moment de la fondation, et surtout le congé honorable veut dire qu'il est à la retraite, c'est un vétéran. Au début du second siècle de notre ère, les légions s'installent définitivement en Numidie, au nord des Aurès, dans le grand camp de Lambèse. Elles veillent sur une vaste région, la Mauritanie césarienne, comprenant la plus grande partie de l'Algérie actuelle. Mais pour Rome, il s'agit moins d'occuper le terrain que de faire progresser sa civilisation. Après avoir vaincu, les légionnaires posent leur glaive. Ils comptent dans leur rang les meilleurs spécialistes, ingénieurs, architectes, ouvriers spécialisés dans la construction. Ils bâtissent des villes dans la plus pure tradition romaine, mais ils ne font pas que cela, car la plupart du temps, ils y implantent aussi leur famille.
Les soldats des cohortes auxiliaires achèvent leur engagement avec un présent de Rome, la citoyenneté. Un diplôme rédigé sur une feuille de plomb leur est remis. Le double est accroché sur le forum à Rome. Après 25 ans de service, les vétérans et leurs enfants sont donc des Romains de plein droit. Ils portent alors la toge, signe distinctif des citoyens. Ils peuvent faire du commerce et s'enrichir assez pour faire élever des statues à la gloire de leur bienfaiteur. Rome ne compte pas seulement sur le côté militaire de sa mission, elle compte aussi beaucoup sur l'attrait. Il faut attirer les populations, il ne faut pas seulement leur faire peur ou les combattre. La ville de Timgad est une vitrine de la romanité. Elle ressemble à toutes ses sœurs fondées autour de la Méditerranée, reliées entre elles par 90 000 kilomètres de voies pavées. Ainsi, le voyageur n'est pas dépaysé. Il chemine dans un empire qui affirme son unité. Mais ce que Timgad offre aux voyageurs et aux populations locales, c'est l'accès à un cadre de vie sociale, religieuse, intellectuelle. La ville est un centre d'activité économique incontournable. C'est aussi un lieu de plaisir et de délassement où s'épanouit le mode d'existence des Romains. Nombre de maisons possèdent un puits. La ville abrite des lieux d'aisance comme des latrines dont certaines sont chauffées en hiver. Le moindre accoudoir sculpté sert Rome par la beauté de ses courbes. Il faut imaginer le regard émerveillé des nomades, découvrant la Timgad romaine, merveille d'architecture, maîtrisant une denrée rare dans ces contrées, l'eau. Donc on va voir comment arrive l'eau dans les thermes. On va essayer de retrouver la canalisation et pour savoir si ça vient de la source ou bien du bassin qui est à côté du fort byzantin. Ça passe là, ça passe là. Voilà, donc la piscine, donc voilà les thermes qui utilisent l'eau. Oui, parce que là-bas, à côté du fort byzantin, ils ont trouvé aussi des conduites. Il y a un bassin, il y a des conduites. Tu as vu? Là aussi. Ce qui est très frappant à Timgad, c'est l'abondance des thermes, le nombre extraordinaire d'ensembles thermaux, de bains publics et privés qui ont été retrouvés, 27 ensembles en tout. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est tout de même en Afrique du Nord, au sud de l'Algérie actuelle, voilà, dans une région qui est relativement sèche. L'abondance d'eau que supposent les thermes était le plus bel exemple peut-être de ce que pouvait apporter la civilisation romaine, la romanité aux populations africaines. Sous les dalles du Cardo et du Decumanus, les deux grandes avenues de la cité, les archéologues ont découvert la preuve de l'extraordinaire modernité de l'urbanisme romain. Les ingénieurs avaient tout prévu. بدل قصبر زيد الحياضي غال عافية تبارك قلت شو مسحوس خدم نهار ما تخدم الفشل اللي قدر تشتغلهم زريق. Il n'y a pas qu'un réseau d'égouts à Timgad. En fait, la ville est conçue comme un immense réservoir où toute l'eau est récupérée. Car la cité romaine est une grande consommatrice du précieux liquide. Dans ses entrailles, un vaste dispositif de bassins de décantation reçoit les eaux d'infiltration et d'écoulement. Elles y sont patiemment filtrées. Un système de canalisation les achemine ensuite vers les dizaines de fontaines embellissant les coins de rue. L'eau coule partout. Timgad est une oasis.
Cette eau alimente surtout les thermes publics et privés où se retrouve toute la population, sans distinction de classe ou d'ordre. La plupart sont gratuits. C'est là certainement dans ces pièces richement décorées aux murs peints de couleurs vives, aux mosaïques élaborées, que le visiteur est le plus ébranlé par la finesse de la civilisation romaine. Dans les niches, des statues. Sur les murs, les représentations de l'univers sur lequel règne le citoyen de Timgad. Le sol est constellé de représentations mythologiques. C'est ainsi que les dieux de Rome marquent les esprits et se mêlent peu à peu aux divinités locales. C'est aussi dans ces bains, où les notables échangent en latin, que se forge le destin commun de ces peuples. Ces ornements témoignent de la douceur de vivre à Timgad, de la chasse, de la pêche, des plaisirs de la table. Mais ces scènes polychromes ne sont pas un trompe-l'œil pour attirer les incrédules. Dans ces lieux publics, les Numides vont s'approprier un art, celui de la mosaïque, qu'ils vont transcender jusqu'en devenir des maîtres incontestés. Si Timgad est une vitrine des richesses offertes par Rome, elle est aussi un lieu d'échange d'une incroyable modernité. Timgad est une ville qui, dans l'Antiquité, disposait déjà de toutes les commodités d'une ville moderne, aussi bien sur le plan de l'approvisionnement en eau, on a vu avec les différentes conduites, les aqueducs, la conduite qu'il y a ici au terme, les fontaines, que de ce réseau d'évacuation des eaux usées. Et on a pu voir par exemple comme ça que dans les latrines, il y a 19 siècles, il y avait déjà le tout, ce qu'on appelle maintenant le tout à l'égout, et qui dans beaucoup de villes contemporaines n'existe pas encore. Donc Timgad, déjà à cette époque, avait absolument tous les aménagements nécessaires dont aurait besoin une ville moderne. C'est dans ces termes, dont les fondations ont résisté au temps, que chaque jour, les habitants de Timgad se retrouvent pour cet acte de la vie quotidienne qui est presque une cérémonie, le bain. Les hommes de la 3e Légion ont bâti cette cité en une poignée d'années. Très vite, la ville va exploser au-delà du quadrilatère initial pour se répandre dans les campagnes environnantes. Son rempart devient inutile. Les villas des notables couvrent la proche banlieue. Les propriétaires terriens préfèrent résider dans la ville où ils peuvent se distraire après leur journée dans les champs. Timgad attire comme un aimant et cette réussite étonne encore. On a du mal à croire que ce succès ait pu être le lot d'autres villes en Afrique du Nord. Et pourtant. Confins de la Libye aux portes de l'océan Atlantique, toute l'Afrique du Nord se couvre de colonies comme Timgad. Toutes n'adoptent pas un plan aussi rectiligne. La cité de Douga s'est adossée sur le flanc d'une colline, dominant les plaines cultivées. La ville est entourée de milliers d'oliviers. Comme Timgad, Douga possède un système de récupération et d'évacuation des eaux. Le théâtre servait même d'entonnoir pour recueillir la moindre averse. Malgré ce climat quasi désertique, les thermes lyciniens s'élevaient sur plusieurs étages et la ville possédait elle aussi des thermes
équipée de latrines où les notables se rassemblaient pour débattre de l'avenir de la cité. À une centaine de kilomètres de Douga, trônant au centre des plaines céréalières, Boularegia. La chaleur y était si intense que les riches propriétaires avaient fait creuser la roche pour y construire une autre maison, à l'identique de la première, mais beaucoup plus fraîche en été. Les mosaïques décoraient les salons et les chambres. 2000 ans d'histoire n'ont pas terni la splendeur de cette Vénus surgie des eaux. Partout, le même souci du détail et le même goût raffiné directement inspiré de la tradition romaine. Partout les mêmes bâtiments, la curie, les temples, les thermes. Seules les élites jouissaient de ce cadre de vie. Les campagnes les plus lointaines ne profitaient que très partiellement de la richesse des villes. L'influence de Rome y était moins prégnante. Les paysans conservaient leur langue, leur mode de vie traditionnel et leurs habitudes vestimentaires. Les travaux entrepris sous l'égide de Rome pour équiper et moderniser ces terres alors quasiment vierges ne cessent de faire rêver par leur démesure et leur longévité. Pour faire boire la Carthage romaine, les ingénieurs vont réaliser un ouvrage gigantesque. Une prouesse qu'aucune civilisation suivante ne rééditera en ce lieu. L'aqueduc de Zagouane est un mur de 30 mètres de haut, acheminant l'eau des montagnes sur 132 km. À Malaga, il alimente le plus vaste réservoir hydraulique du monde romain, des citernes de 60 000 mètres cubes. La solide maçonnerie des arches de pierre a si bien résisté aux agressions du temps que certains tronçons de l'aqueduc irriguent toujours les plaines tunisiennes. « 2000 ans ont passé et les bergers y viennent encore abreuver leurs troupeaux. Les paysans modernes bénéficient toujours de l'héritage antique. La paix romaine a uni des populations aussi différentes que les Thraces, les Gaulois, les Syriens ou les Numides. En Afrique du Nord, Rome n'a pas imposé l'uniformité de sa civilisation par la violence. La machine à intégrer passait par l'environnement urbain. Les temples, les arcs de triomphe exprimaient l'appartenance à la patrie romaine. La participation aux fêtes enracinait certaines traditions. Un bâtiment, plus que tout autre, exprimait l'adoption de certaines mœurs. C'est l'amphithéâtre. L'amphithéâtre de Thysdrus est le troisième de l'Empire, après le Colisée de Rome et celui de Capoue. Ces vestiges écrasent la bourgade moderne d'El Djem, qui ne compte aujourd'hui que 10 000 âmes. Sous l'Empire, la cité romaine réunissait 40 000 habitants et l'amphithéâtre pouvait accueillir 30 000 personnes. Les spectateurs de la ville et ceux accourus des campagnes y assistaient à de somptueux spectacles financés par de généreux donateurs. Ils se délectaient des courses de chars, des combats de gladiateurs et des chasses où les hommes affrontaient des animaux sauvages dans un décor de savane entièrement reconstitué. La diffusion des mentalités et du mode de vie romain passait aussi par ces spectacles. En quelques dizaines d'années, Rome a réussi à imposer jusqu'à ces divertissements.
Les théâtres et les amphithéâtres attiraient les populations des campagnes. Ces monuments n'étaient pas seulement issus de la tradition architecturale romaine. Tout était conçu pour attirer le plus grand nombre d'étrangers à la ville. Les amphithéâtres jouaient un rôle dans la conquête des cœurs. À l'université de Caen, des architectes, des informaticiens, des historiens de l'art ou des spécialistes en lettres classiques coopèrent dans le cadre d'un projet d'archéologie expérimentale, la reconstitution virtuelle de la ville de Rome. Pour réinventer cette cité, ils se sont mis dans la peau des ingénieurs romains. Ils savent décrypter les messages que nous délivrent les monuments des villes antiques. On a une autre preuve de la réussite, et peut-être c'est la plus frappante, de cette greffe que représente une colonie dans cette région du sud-est de l'Algérie, donc de la Numidie antique, c'est le théâtre de Timgad. Un théâtre qui, d'une part, est, on le voit aussi bien sur la photo que sur le plan, un théâtre qui a une forme très classique. On chiffre sa capacité à 3500 ou 4000 places. Je ne sais plus quels sont les chiffres des théâtres romains. Écoute, Rome avait 3 théâtres qui ont été construits successivement au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et pour ce qui est du théâtre de Balbus, par exemple, qui est un des plus petits, il est estimé à une capacité d'à peu près 11 500 personnes. Près de 4000 places ici, pour une ville qui, à l'époque où le théâtre a été construit, avait peut-être 10 000 habitants. 8 à 10 000 habitants, on prend conscience tout de suite de l'énormité. Imaginons une ville moderne en France de 10 000 habitants qui aurait une salle de spectacle de 4000 places. Et donc, cette énorme capacité, manifestement, reflète la volonté d'ouverture de la cité vers l'extérieur, vers les campagnes, vers les populations qui habitaient jusqu'à Lambèze. On peut imaginer donc cette foule très bigarrée qui se rendait à la ville pour participer, donc pour vendre les produits des champs, mais aussi goûter au plaisir de la ville et assister à des spectacles théâtraux. C'est un moyen pour Rome, finalement, de faire admettre de faire admettre sa domination, d'intégrer les populations, que la construction de cités comme celle-là, même si celle-ci, évidemment, au départ, semble être une greffe un peu artificielle, mais c'est une greffe qui a très bien pris. Ouais. Le modèle de toutes ces villes de province, c'est Rome. Les Romains l'appellent Urbs, la ville, pour bien montrer qu'à leurs yeux, elle est la cité par excellence. Pour construire une image en 3 dimensions d'une ville depuis longtemps disparue, les chercheurs du pôle pluridisciplinaire de Caen disposent d'un élément qui est plus qu'une base de travail, une véritable œuvre d'art. La maquette de Rome, réalisée à la fin du XIXe siècle par l'architecte Paul Bigot, à partir de plans, de relevés topographiques et photographiques. Au IIe siècle, la capitale du monde romain compte environ 1 million d'habitants. Elle a largement dépassé l'enceinte des 5 collines où elle s'était fixée à l'origine, en 753 avant Jésus-Christ. Rome est le cœur de l'Empire. C'est là que résident les empereurs. C'est aussi là que s'élèvent les temples somptueux où sont célébrés les cultes impériaux. La dévotion administrative des Romains s'exprime sur les forums ou dans les basiliques, abritant les bureaux et les boutiques. Cœur de l'Empire, Rome ne vit que des produits qui lui parviennent, arrivés à Ostie par bateau, des 4 coins de la Méditerranée. Le blé d'Égypte, l'huile d'Afrique du Nord, le vin de Gaule nourrissent la mer des villes. Au fil du temps, la cité est de plus en plus bigarrée et cosmopolite. Elle est le reflet vivant de la diversité fantastique des contrées qu'elle domine. Après des semaines, des mois passés sur les voies cahotantes qui quadrillent le pourtour méditerranéen, les élites provinciales viennent s'imprégner de l'ambiance des bords du Tibre. Ils vont au Colisée voir les héros de leur temps, les gladiateurs. Ils suivent avec passion les courses de chars du Circus Maximus et assistent aux représentations théâtrales dont ils ramènent les textes dans leur ville d'origine. Il
faut 5 jours pour accomplir les 350 km qui séparent Carthage de Timgad. Quelle joie de retrouver sa propre cité, de se remémorer le clapotis des fontaines publiques, d'imaginer les délices du bain après un voyage sur une route écrasée de soleil, balayée par la poussière ocre des Aurès. Quel soulagement de voir enfin les portes de la ville, symbolisées comme partout ailleurs dans l'Empire, par un arc triomphal. La route de l'Ambèze révèle les traces du trafic incessant des chariots et des bêtes. Les ruines de Timgad préservent les stigmates des heures où ce grand corps de pierre était encore vivant. Au plus profond du roc, les hommes ont gravé l'empreinte de leur passage. C'est sur le forum, là où la foule se réunissait les jours de marché, là où les citoyens se donnaient rendez-vous après les bains, que l'on retrouve des graffitis vieux de 2000 ans. Entre les colonnes, à même le sol, des inconnus ont entaillé la pierre pour graver d'énigmatiques jeux de société autour desquels se divertissaient les hommes de la ville. Alors donc, normalement... Le dallage est couvert de ces jeux improvisés, marelles ou jeux de billes, dont les règles sont depuis longtemps perdues. Cela fait des années que le gardien du site tente de comprendre la signification de ces petites cavités. Est-ce un jeu de billes? Un rébus au code à jamais disparu? En tentant de percer les mystères de ce damier d'un autre âge, les joueurs ressuscitent des gestes, des attitudes, des intonations. L'ombre de leurs mains se mêle à celle des fantômes de la cité et finalement, ils retrouvent le plaisir du jeu et la joie de vivre des joueurs de l'Antiquité. Le voyageur qui survole Timgad remarque instantanément l'agencement parfait de ce carré, réparti en petits îlots de même taille. La ville a été conçue pour donner à chaque habitant une maison de la même taille que celle de son voisin. En fait, très rapidement, certains privilégiés ont occupé des espaces plus grands. À l'intérieur même de la cité, les archéologues ont trouvé des demeures de 400 mètres carrés. La ville a grandi très vite. Le forum, trop petit, n'a pu accueillir la basilique et certains temples. Un marché a également été construit à l'extérieur des remparts. La région vit en paix. Lorsqu'on pénètre dans la ville par la porte de l'ouest, on est surpris de l'animation qui y règne. Le centre est commercial. Les marchands y vivent et y travaillent. Dans les deux rues principales, les devantures sont protégées par un portique à colonnes. Les rues retentissent du bruit des potiers, des chaudronniers, des menuisiers. Le forum est à 2 pas des boutiques. Les habitants y flânent, venant aux nouvelles. C'est ici qu'arrivent les dépêches de Rome, amenées par la poste impériale qui roule jour et nuit, parcourant 150 km par jour. La Timgad antique est toujours là, vitrine d'un monde romain où il faisait bon vivre. Voici ce qu'on a écrit. Wenari, Lawari, Ludere, Ridere, Hoc est, Vivere. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Chasser, prendre des bains, jouer, rire. Ça, c'est vivre. Bien sûr, c'est un flâneur qui était là et qui a écrit, qui a griffonné des choses ou qui a peut-être fait
un jeu avec ces formules, mais on peut prendre ça aussi comme un message philosophique, comme une façon de vivre épicurienne. Parce qu'évidemment, c'est le grand plaisir dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de chasser probablement les fauves qui peuplaient les forêts qui étaient autour de Timgad et dont on sait qu'elles étaient nombreuses, que de prendre des bains dans ces magnifiques établissements thermaux qu'on a vus un peu partout dans Timgad, où l'eau coule en abondance, que jouer simplement, ou jouer peut-être avec de l'argent, faire des paris, on ne sait pas trop, rire, bien sûr, c'est la joie. Et évidemment, tout le monde, qui n'aspirerait pas à mener une vie de ce type? Je pense que là, on a peut-être une des raisons de l'attrait qu'exerçait Timgad sur les environs et sur toutes les populations environnantes. « 50 ans après sa construction, Timgad n'est pratiquement plus peuplé que de Numides. Les Romains d'origine y sont minoritaires. L'administration de la cité est revenue aux mains des autochtones, imprégnés de la culture gréco-latine. Le pouvoir local s'affirme selon la volonté de Rome, et Rome, justement, va aller encore plus loin, en permettant aux provinciaux d'accéder à de hautes responsabilités. Dès 48 de notre ère, l'empereur Claude avait œuvré pour cette reconnaissance des élites provinciales en approuvant la promotion juridique et politique des Gaulois. Qu'est-ce qui a causé la perte des Athéniens, malgré leur valeur militaire, sinon leur habitude d'écarter les vaincus comme les étrangers? Des étrangers ont régné sur nous. Désormais, ils sont mêlés aux nôtres par les mœurs, les métiers, les alliances, l'or et les richesses qu'ils partagent avec nous au lieu de les posséder séparément. Sénateurs, tout usage qui est aujourd'hui considéré comme remontant à la plus haute antiquité a été nouveau un jour. Le peuple de Rome a accédé à la magistrature après les aristocrates, les habitants du Latium après le peuple de Rome, les autres peuples d'Italie après les habitants du Latium. Cette intégration est la grande réussite de la civilisation romaine. Tout autour de la Méditerranée, des dizaines de peuples accepteront volontairement de passer sous la domination de Rome, synonyme de richesse et de pouvoir. L'accession à la citoyenneté offrait de véritables chances de promotion sociale. Rien n'est figé dans ce monde où l'origine ethnique n'a aucun impact sur le destin des hommes. Rome s'enrichit et enrichit ses provinces. En 100, le fondateur de Timgad, l'empereur Trajan, originaire d'Espagne, lance une grande campagne de plantation d'oliviers en Afrique du Nord. Son successeur, Hadrien, fait de même. Les deux hommes consentent d'importants avantages aux paysans qui plantent cet arbre. Les entrepreneurs numides et mauritaniens ne rêvent alors que d'une chose, accéder à la citoyenneté qui leur permettra de bénéficier d'avantages fiscaux et de vendre leur production tout autour de l'Empire. Dès lors, comment s'étonner que ces hommes aient adopté si facilement les usages de Rome? Le paysage de l'Afrique du Nord est bouleversé sur des dizaines de kilomètres carrés. L'huile fait la prospérité des villes de Sufetula, Duga, El Djem. Les colonies fondées par Rome ont bien été des poumons de la romanisation en Afrique du Nord. Trajan ne s'était donc pas trompé lorsqu'il avait expédié les vétérans de la 3e Légion dans un désert. Ils y construisirent une ville alors qu'il n'y avait rien.
50 ans plus tard, les fils de Timgad s'engagent dans les légions pour défendre l'Empire et devenir des citoyens à part entière. Trajan avait vu juste, on fonde une ville, pas seulement pour conquérir un territoire, on fonde une ville pour attirer la population, on fonde une ville pour assurer le recrutement à la Légion, pour que la Légion commence à recruter sur place et plus du tout de l'étranger, ce qui s'est fait. Et troisièmement, pour encourager aussi et faire que la ville, la région se développe du point de vue économique et attire les autres populations, celles qui ne sont pas encore romaines, pour qu'elles aient envie de le devenir. Au milieu du IIe siècle, Timgad compte 15 000 habitants. Carthage est devenue la capitale de l'Afrique proconsulaire et la troisième ville de l'Empire, avec 200 000 habitants. Les légionnaires romains épousent des femmes numides. Leurs garçons servent dans l'armée. Deux civilisations s'apprivoisent au rythme des alliances. Sur les stèles funéraires de Timgad cohabitent les dieux berbères, puniques et romains. Certains dieux locaux ont survécu, d'autres se sont fondus avec les dieux du Panthéon de Rome. Un Saturne africain est ainsi né de la fusion du dieu Baal, des Puniques, et du Chronos, des Grecs. Les langues ont coexisté, les divinités se sont mêlées. Sur certaines mosaïques, on retrouve la preuve de ce formidable syncrétisme. La ville de Rome est entourée de ses provinces, figurées par des visages de femmes, parées des signes distinctifs de leurs origines. L'Afrique est là, dotée d'une mèche en trompe d'éléphant et de 2 défenses d'ivoire. Le résultat de ce métissage aura été extraordinaire. Les sculpteurs africains des chapiteaux corinthiens rajouteront des feuilles d'acanthe à leurs œuvres, jusqu'à les surcharger d'un décor baroque. Ils mêleront le marbre et la pierre dans des parures ornementales faisant pâlir d'envie les artistes de la Rome impériale. L'enrichissement des bourgeoisies municipales permettra l'essor de la mosaïque de pavement dont les maîtres sillonneront l'Empire. En 191, cette terre sera le berceau d'une des plus grandes dynasties impériales, les Sévères, originaires de Tripolitaine, la Libye actuelle. En 212, Caracalla promulgue un édit révolutionnaire. Il accorde la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire. C'est l'aboutissement de 500 ans de romanisation. En 244, Philippe l'Arabe, né à 80 km de Damas, en Syrie, succède à Sévère Alexandre, également natif de cette ville. Nombre de ceux qui ont dirigé l'Empire n'étaient pas nés à Rome. Mais ils étaient le fruit de ce métissage des cultures, initié par la politique de conquête romaine. La Pax Romana, la paix romaine, n'avait pas été vaine. Et si l'Empire avait été conquis au fil du glaive des légions, c'est une politique de tolérance et d'intégration qui permit à Rome de le maintenir pendant 500 ans. Après avoir rasé Carthage, l'Afrique n'était pas devenue romaine, mais c'est bien Rome qui s'était faite africaine.